2, 1, 2. Parfait, merci beaucoup. Donc, rebonjour et merci d'être là avec nous. Je pense que la soirée a dû durer jusqu'à très très tard, donc c'est d'autant plus appréciable de vous voir. Merci beaucoup aussi à nos intervenantes qui ont accepté d'être là pour cet échange autour des données et les citoyens. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander quelque chose. Je voudrais que vous me montriez vos smartphones, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien les déverrouiller s'ils ne le sont pas et les passer à la personne qui est à côté de vous? Et on laisse les smartphones circuler pendant le temps de la table ronde. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Ça m'étonne. Franchement, je pensais que vous alliez tous dire OK. Bon, je pense qu'on l'aura tous compris. On a tous des informations, des données qu'on veut garder privées. Et du coup, c'est toujours sensible quand il s'agit de parler de données personnelles. Et du coup, si vous avez assisté à la journée d'hier, et même là, Quentin vient de nous le rappeler, aujourd'hui, on vit dans un monde où les données, c'est une véritable ressource. Hier, on a entendu des expressions comme les données, c'est le pétrole, c'est un diamant brut, etc. Et en fait, l'arrivée des IA génératives n'a fait qu'empirer les choses. Aujourd'hui, les données sont aspirées massivement. J'écoutais, je ne sais pas si vous connaissez Mathias de Bièvre. Vous irez chercher sur LinkedIn, un talk où en fait il expliquait avoir lu une interview de Elon Musk où en fait il déclarait qu'aujourd'hui les IA se sont entraînés sur toutes les données disponibles publiques du monde, donc tout a été déjà scrappé, utilisé. Donc on voit effectivement que cet enjeu autour des données, on en parle depuis une quinzaine d'années, mais il est toujours d'actualité. Et du coup, face à ça, on se demande en fait, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut se protéger? Et puis peut-être au-delà, est-ce qu'il y a un autre rôle pour les citoyens qu'ils pourraient jouer autour justement de l'exploitation, de l'utilisation des données, notamment des données personnelles? Donc pour en parler, on a aujourd'hui avec nous trois expertes. Donc Claire Levallois-Barthes, qui est professeure à l'IMT et coordinatrice de la chaire Valeurs et politique des informations personnelles. Constance Nibula, conseillère de la ville d'Angers, vice-présidente de la région Pays de la Loire et présidente d'Open Data France. Et Valérie Peugeot, qui est professeure à Sciences Po, chercheuse à Orange Labs et également jusqu'à très récemment ex-chercheuse, ok, et jusqu'à très récemment commissaire également à la CNIL. Et donc, première question pour vous, Claire. Quand on parle de protection des données, on pense immédiatement au cadre juridique. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, notamment au niveau européen. Est-ce que vous pouvez nous dresser, on va dire, un portrait rapide des quelques règlements phares autour justement de cette question de la protection des données? Alors, c'est très compliqué comme question, puisqu'il y a beaucoup de règlements au niveau européen qui peuvent au cours. Vous m'entendez? Oui. Donc il y a beaucoup de règlements, donc j'en ai sélectionné 5, c'est déjà pas mal, avec quelques mots-clés. Pour pas être trop longue, j'ai donc pris quelques notes et je vais essayer de me tenir à ce que j'ai prévu. Donc effectivement, premier règlement, on le connaît tous, le règlement général de protection des données, le RGPD, entré en vigueur en mai 2018. Donc principalement, un droit d'accès à nos données personnelles, il faut savoir si les entreprises les détiennent, et le droit de les faire rectifier. Ça ne va pas très loin jusqu'à présent. Et un droit à la portabilité des données. Je peux demander à une entreprise de me remettre dans un format électronique mes données pour les envoyer à une autre entreprise. Ce droit-là n'est pas trop actionné à ma connaissance, même pas du tout, tu confirmes. Ensuite, bon, la mesure phare du RGPD, on le voit tous, c'est le consentement. Donc, consent, pas non plus sûr que ça soit très efficace parce qu'on en a assez et on clique. Alors, ça, c'est vraiment le texte de base. Et il y a des textes qui sont venus, en fait, donner des choses un petit peu plus actionnables pour mettre en pratique ces droits-là. Alors, on a 2 textes qui s'appellent le
je les ai en anglais, DMA, Digital Market Act, DSA, Digital Service Act, qui vont réglementer d'abord le DMA, donc le règlement sur les marchés numériques, les contrôleurs d'accès. Donc les moteurs de recherche, les réseaux sociaux vont avoir un certain nombre d'obligations qui vont venir mettre en œuvre plus en pratique ce que des Apple, Amazon, Meta, Microsoft et même Booking a été désigné contrôleur d'accès. Ils vont avoir de nouvelles obligations et notamment ils doivent me fournir, je cite, une solution conviviale pour donner et retirer facilement mon consentement. Donc quelque chose de beaucoup plus pratique, une obligation qu'on ne trouve pas dans le RGPD au niveau pratique. Et donc je dois donner mon consentement pour un certain nombre de choses, par exemple pour qu'ils puissent croiser les données, mes données qui proviennent des différents services que j'ai utilisés par exemple chez Google. Et je dois aussi avoir un accès, je cite toujours, effectif et immédiat à mes données pour exercer ce fameux droit à la portabilité des données et le DMA précise gratuitement, parce que ce n'est pas forcément gratuit dans tous les cas. Alors, pour ça, c'est quelques exemples, il y en a d'autres. Pour le DSA, donc c'est le Digital Service Act, règlement sur les services numériques, dont les principales obligations sont en fait obligatoires, c'est récent, février 2024. Donc il y a seulement un an. Donc lui, l'idée, c'est d'encadrer les activités des plateformes en ligne et des hébergeurs. Hein. Autant j'avais très très grandes plateformes sur le DMA, là c'est l'ensemble des plateformes en ligne et des hébergeurs vont avoir différentes obligations en fonction de leur position dominante ou pas sur le marché. Quelques exemples ici. Je dois avoir une fonctionnalité qui va me permettre de configurer les paramètres des systèmes de recommandation quand ils vont m'envoyer des recommandations. Donc transparence, savoir comment ils le font, et action de ma part sur les systèmes de recommandation. Je dois aussi pouvoir signaler facilement les contenus illégaux. Voilà, donc je peux être proactif. Et puis un système de traitement des réclamations facile d'accès. Alors après, effectivement, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Comment ils vont le faire? Bon, ça, la Commission européenne, c'est son travail après d'aller vérifier que tout ça est bien mis en œuvre. Et j'ai deux autres règlements qui, eux, vont plutôt tourner autour des données. Faciliter, en fait, le fait que je puisse actionner ou faire quelques actions sur mes données. Alors, il ne faut pas se leurrer, on est dans le cas du marché européen, de la libre circulation des données. En fait, l'objectif sous-jacent derrière, c'est pas forcément uniquement mettre le consommateur, je parle bien de consommateur et pas d'utilisateur au centre, mais c'est aussi de faire circuler ces données-là, parce que c'est un véritable marché de la donnée, que ce soit la donnée personnelle ou la donnée non personnelle. Donc d'abord, on a le DGA, Data Governance Act. Je vais insister sur une mesure phare, mais Valérie nous détaillera et donnera son avis tout à l'heure. Ça s'appelle l'altruisme des données ou le data altruisme. Alors là, je peux être proactif en tant qu'individu, ou même les entreprises peuvent aussi agir sur leurs données, mais en tant qu'individu, je vais donner mon consentement pour envoyer mes données à une entreprise spécialisée, un organisme qui s'appelle l'organisme altruiste des données, et je veux lui dire, j'autorise à utiliser mes données personnelles gratuitement pour tel objectif. Donc c'est un objectif d'intérêt général, lutte contre le cancer, lutte contre le changement climatique, recherche scientifique, et là j'autorise gratuitement. Donc j'actionne mes données, je les porte, c'est une autre forme de portabilité quelque part, en sélectionnant qui et comment pourra utiliser mes données. Le dernier, c'est le Data Act, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors lui, il va être applicable à partir de septembre 2025 et lui, il s'occupe principalement des données d'IoT, des données que je génère, que je contribue à générer en utilisant par exemple ma montre connectée ou mon véhicule connecté. Je peux avoir mes données personnelles qui sont directement relatives à ma personne, je simplifie la définition, avec mon droit à la portabilité du RGPD. Là, même si elles ne sont pas personnelles en tant que telles, en tout cas, si j'ai contribué à les générer, je dois pouvoir les récupérer et de même les transférer à une autre entreprise. Bon, il y a certaines conditions, c'est très encadré, mais c'est un nouveau droit. Donc voilà un petit peu rapidement quelques points d'éclairage que je voulais vous donner. Merci beaucoup. Et du coup, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de choses. Concrètement, en tant que citoyen, comment on fait pour activer tout ça, pour s'emparer en fait de ces réglementations et voilà, faire valoir ses droits? Donc là, on vient de voir que c'est très très compliqué. En fait, déjà, faut connaître ses droits. Et on voit que c'est pas dans un seul texte. Et ensuite, il faut aller sur une plateforme, une autre plateforme. C'est tout un travail d'éducation et puis de temps à passer, ce qui est vraiment pas évident. Alors, il y a un autre règlement, le 6e et dernier règlement promis. Lui, c'est le règlement IDAS. Donc lui, il va s'occuper de mon identité numérique
Et il va avoir une mesure phare qui s'appelle le portefeuille européen d'identité numérique. Donc, concrètement, c'est France Identité. Est-ce que certains d'entre vous qui utilisent France Identité? Ah, ben voilà. Donc, en fait, ce règlement, il va obliger France Identité à fournir un certain nombre de fonctionnalités. Normalement, si l'État français est à l'heure, décembre 2026. Donc, en plus des fonctionnalités que j'ai en ce moment dans France Identité, on peut déjà actionner certaines choses. On peut déjà générer des attestations électroniques d'attributs et ne les envoyer qu'à la personne à laquelle je veux vraiment l'envoyer. Là, dans le portefeuille européen d'identité, donc je vais avoir mon identité, donc qui vont être sécurisés. Mais mon nom, mon prénom va être sécurisé. Plus besoin de faire un scan de ma carte d'identité et de l'envoyer par mail. Donc là, l'idée, c'est de lutter contre l'usurpation d'identité et le vol de mes données. Donc j'ai mon identité, et là, c'est la même chose que tout à l'heure. L'idée, en fait, c'est que je puisse récupérer toutes les données qui sont rattachées à mon identité. Donc toutes mes informations personnelles, je devrais pouvoir les amener dans mon portefeuille. Donc là, la démarche, elle est inverse. Au lieu d'aller sur chaque plateforme actionner mes droits, là, en fait, je vais avoir un tableau de bord dans ce portefeuille européen d'identité numérique qui va me donner tous les logs. Toutes les entreprises avec lesquelles j'ai communiqué, ça va être centralisé dans ce portefeuille. Et donc, je vais pouvoir, c'est une obligation, exercer mon droit à la portabilité directement à partir de France Identité et le tableau de bord que France Identité va me fournir. France Identité devrait aussi me fournir une fonction pour que je puisse effacer facilement mes données. Et super, que je puisse signaler facilement à la CNIL qu'il y a un problème sur mes données personnelles. Après, il faudra que la CNIL suive. C'est une autre question. Voilà. Alors, le truc bien aussi, donc là, on voit que ça bouge. Je devrais avoir dans France Identité la possibilité de générer des pseudonymes, donc pas Claire Levallois-Barthes, voilà, que je choisis librement, c'est dans le texte, librement, et je peux en générer plusieurs. Donc en fait, juridiquement, je suis obligée de donner mon nom et mon prénom, donc mes véritables données d'identité, que quand il y a une obligation légale ou quand je signe un contrat. Par exemple, ouverture de compte bancaire en ligne, évidemment, je ne vais pas utiliser un pseudo. Et la dernière chose que je voudrais dire, parce qu'il ne faut pas être trop longue, donc je vous ai dit, je vais avoir mes données rattachées à mon identité sous forme de justificatif. Donc mon permis de conduire, donc ma carte vitale, tout ça, ça arrive. Donc si je suis un travailleur étranger, mon autorisation de travailleur détaché. Donc plein de choses. Et donc, non, je devrais aussi pouvoir aller chercher les données qui m'intéressent dans l'attestation et reconstruire, régénérer une nouvelle attestation qu'avec les données que j'ai choisies pour l'envoyer uniquement à la personne que j'ai choisie. Et la cerise sur le gâteau, et là, nous, en tant que chercheurs, on y veille parce qu'on est dans les large-scale pilots qui sont en train de tester les premiers cas d'usage. Ça s'appelle du Zero Knowledge Proof et il y a d'autres technologies qui doivent permettre, en fait, de donner une preuve avec le minimum d'informations. Je veux aller acheter de l'alcool dans certains pays, plus, moins de 18 ans, oui, non. Aucune autre donnée n'est transmise. Donc j'ai vraiment, normalement, un contrôle sur mes données. Je vous ai dit, c'est un règlement européen. Donc je n'aurai pas que France Identité. Chaque État membre est obligé de générer un portefeuille avec ces fonctions-là pour fin 2026, un ou plusieurs portefeuilles. Et en plus, mon portefeuille, je dois pouvoir l'utiliser à travers les frontières. C'est des normes d'interopérabilité portefeuille, à minima pour les services publics. Donc, je me fais faire, par exemple, une prescription médicale par mon médecin français, je vais en vacances en Italie, je vais dans une pharmacie italienne, je présente ma prescription médicale avec le minimum de données, toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une véritable avancée. C'est vraiment une approche, remettre l'utilisateur au centre et vraiment actionner sur mes données. Parfait, merci beaucoup. Donc on voit effectivement qu'il y a énormément de choses. Du coup, Valérie, on voit qu'il y a le cadre juridique qui est quand même assez fourni finalement. Quels sont les autres moyens qui permettent aux citoyens de se protéger ? Merci, mais d'abord merci Sarah pour l'introduction et merci pour l'invitation à Clever Cloud. Avant de voir comment les citoyens peuvent se protéger, moi je voudrais revenir sur pourquoi ils doivent se protéger ou pourquoi on a besoin de les protéger. Deux raisons. D'abord, la première,
qui est, je pense, connu de tout le monde dans cette salle, c'est qu'on est dans le capitalisme numérique, un capitalisme très particulier, qui n'a pas grand-chose à voir avec le capitalisme industriel qu'on a connu, et qui, du fait des spécificités des technologies numériques que vous connaissez bien, effet réseau, winner, take all, etc., est un capitalisme qui tend vers l'hyperconcentration, le monopole systématique. Ce monopole systématique, il a des conséquences évidemment pour le consommateur, puisqu'il se retrouve enfermé dans des services sans alternative possible vers lesquels migrer, alternatives qui seraient tout simplement de meilleure qualité ou qui seraient plus protectrices de ses données. Mais ça a aussi des conséquences en tant que citoyen. C'est d'où le titre de la table ronde. Mais je pense qu'on a sous-estimé à quel point cela a des conséquences en tant que citoyen. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe outre-Atlantique dans un pays qui est censé être la plus grande démocratie du monde, où on voit bien que la concentration de données entre les mains de quelques acteurs, et notamment d'un acteur que je n'ai pas besoin de citer, vous voyez très bien à qui je pense, peut avoir des conséquences très très graves sur l'état des sociétés, conduisant à de la polarisation, conduisant à de la fragmentation, conduisant à des dérives démocratiques. Vous avez peut-être vu hier ou avant-hier qu'aujourd'hui, il y a une bande d'ingénieurs de 19 à 24 ans qui sont rentrés dans les services de l'État, la bande des boys de Musk, et qui sont en train d'accéder à toutes les données des Américains, alors que normalement c'était des bases de données auxquelles on accédait par accréditation, avec des personnes triées sur le volet, etc. Donc on a vraiment un enjeu démocratique aujourd'hui qui vient se rajouter, quand je dis démocratique c'est au sens fort, se rajouter aux enjeux qu'on connaissait déjà de protection de la vie privée et de liberté du consommateur. Alors la réponse pour moi elle réside, il faut marcher sur 3 pieds. Le premier c'est celui que Claire vient d'évoquer, et bravo pour le récap aussi rapide de tous ces textes, parce que n'oublions pas que dans un monde où il y a une telle asymétrie de pouvoir entre le consommateur citoyen et les GAFAM ou les Baidu, les Tencent, etc., c'est d'abord à l'État, quand il est démocratique, et je crois que nous sommes encore en Europe un pays démocratique, heureusement, c'est d'abord à l'État de nous protéger. Je voudrais qu'on arrête de surcharger de responsabilité le citoyen. Donc d'abord à l'État de nous protéger. Et effectivement, dans les règlements qui viennent de vous être présentés, on a des débuts des premiers leviers qui nous permettent, enfin qui vont permettre à la puissance publique de protéger le citoyen. Je vais reprendre très rapidement quelques éléments qui ont été cités par Claire. Moi, ce que je note plus particulièrement dans ces textes, c'est le début d'interopérabilité qui existe dans le DMA, alors qui est tout petit, parce que c'est de l'interopérabilité uniquement sur les IM. Donc ça veut dire que demain, je pourrais être sur Signal et dialoguer avec quelqu'un qui est sur WhatsApp, alors qu'aujourd'hui, je me bats pour faire migrer ma famille vers Signal. Pourquoi vers Signal? Parce que j'imagine dans la salle, vous le savez, c'est une fondation à but non lucratif qui utilise du logiciel libre avec une gouvernance ouverte et non pas un X entre les mains d'un maniaque. Voilà, donc ça c'est... Oui, je suis gentille. J'essaye de ne pas m'emporter trop. Voilà, donc l'interopérabilité, je pense que sur les IM, c'est c'est une avancée qui est très intéressante, mais on aurait besoin de l'étendre au-delà des IM, vers les réseaux sociaux, les médias sociaux, de manière à ce que je puisse être sur Mastodon et dialoguer avec quelqu'un qui est sur Facebook. Deuxième point très important qui a été mentionné par Claire, c'est la portabilité. Portabilité qui était effectivement déjà dans le RGPD mais très peu actionnée. Là, on en remet 2 couches, si je puis dire, avec le DMA et avec le Data Act. Mais on a besoin d'aller au bout de la logique. C'est-à-dire que pour l'instant, ça reste des principes très théoriques et il faut qu'on puisse les décliner de façon opérationnelle de manière à ce que l'expérience utilisateur soit parfaite. C'est-à-dire que je puisse aller chez mon nouveau média social et en 2 clics dire va chercher mes contacts, va chercher mes contenus, etc. et rapatrie-les chez toi. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se décliner. On sait très bien que le design du service numérique est en fait un point d'atterrissage très concret qui conditionne nos libertés numériques. Donc ça, c'est pour le premier pied, qui est la réglementation. Le deuxième, c'est faire monter des alternatives. J'ai commencé à mentionner, j'ai parlé de Signal, j'ai parlé de Mastodon. Je pense qu'ici, dans cette salle, tout le monde connaît. J'ai pas besoin d'insister là-dessus, mais on voit que le diable peut être dans les détails. Vous prenez Blue Sky. En ce moment, énormément de monde quitte X pour aller vers Blue Sky.
Blue Sky, c'est une entreprise qui est encore sur un format juridique classique, donc elle peut faire l'objet d'une OPA, d'un rachat. Donc il faut penser des statuts juridiques en s'inspirant de l'économie sociale et solidaire, du type coopérative, fonds de dotation, etc., pour rendre autonomes ces entreprises et qu'elles ne puissent pas être attaquées. Il y a en ce moment un mouvement qui s'appelle, je sais plus, Free or Feeds, qui essaye de recueillir des fonds pour pouvoir faire basculer Blue Sky vers un statut équivalent de mastodon. Et le troisième, donc des alternatives solides avec des modèles économiques alternatifs de ceux qu'on connaît dans l'économie numérique dominante aujourd'hui. Et le troisième pied, c'est évidemment les citoyens eux-mêmes. Et ça passe par une culture numérique. Aujourd'hui, on a eu pas mal d'efforts qui ont été faits pour aider les gens à s'approprier un certain nombre d'usages. C'est très bien. Mais au-delà des usages, on a besoin que les individus comprennent qu'un minimum sur l'écosystème numérique, sur son fonctionnement, et comprennent qu'aujourd'hui, choisir un service numérique, ça devient un acte politique, en fait. C'est pas choisir un bidon de lessive contre un autre. C'est vraiment un choix qui a des conséquences sur nos vies et qui a des conséquences sur nos sociétés. Merci beaucoup. Et donc, quels sont peut-être des leviers pour que les citoyens puissent avoir véritablement un pouvoir d'agir et un pouvoir d'action au-delà en fait de la protection? Est-ce qu'il y a un autre rôle qui est possible? Par exemple, Claire évoquait tout à l'heure le data altruisme. Est-ce que c'est une piste? Alors moi, j'ai un regard un peu critique sur le data altruisme, je ne vous le cache pas. D'abord, je n'aime pas l'expression. Je trouve que ça a un côté mes bonnes œuvres. Voilà, je donne 3 € dans la rue et je donne mes données à la sortie de l'église. Voilà. Mais bon, au-delà de la sémantique, en même temps, la sémantique, elle dit beaucoup de choses. C'est pas un hasard s'ils ont choisi ce terme-là. Je n'y crois pas. Je ne crois absolument pas que ce qui a été implémenté avec ce texte va fonctionner. La preuve, c'est que j'ai encore interrogé la CNIL très récemment pour savoir, puisque c'est la CNIL qui est en charge de la mise en œuvre du data altruisme, il ne se passe rien, c'est encéphalogramme plat. Et pour cause. Partager des données, pour une entreprise, ça a un coût. Évidemment, il faut les nettoyer, il faut les anonymiser, etc. Qu'est-ce qui va motiver une entreprise au data altruisme? Moi, il y a une autre notion qui est aujourd'hui dans la loi République numérique, dans la loi française, qui s'appelle les données d'intérêt général, que je trouve beaucoup plus intéressante. Et je pense que vous ne me démentirez pas. Les données d'intérêt général, qu'est-ce que c'est? Alors, on pourrait élaborer, mais vous voyez déjà, le terme est intéressant. Intérêt général plutôt qu'altruisme, ça dit beaucoup de choses. C'est le fait qu'une collectivité territoriale, par exemple, enfin une puissance publique en général, dans le cadre d'une DSP, d'une délégation de service public, elle puisse récupérer les données qui sont collectées par l'opérateur. Et elle puisse les récupérer pour son propre usage et elle puisse, le cas échéant, si elle le souhaite, les mettre en open data. Et ça, c'est super intéressant parce que ça permet aux commanditaires d'avoir une visibilité sur ce qui est fait avec ces données et ça évite que le prestataire enferme ces données. Donc je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin dans le texte européen en s'inspirant des données d'intérêt général. Je ne dis pas qu'il fallait faire du copier-coller, mais s'inspirer de cette philosophie. Alors, on a quelque chose qui aurait pu aller dans ce sens-là dans le Data Act, si je ne me mélange pas dans les textes. On a la possibilité pour la puissance publique alors le terme, c'est moi qui l'emploie, il n'est pas comme ça dans le texte, de réquisitionner en quelque sorte des données d'un acteur privé dans des situations extrêmes, genre pandémie au hasard, genre catastrophe naturelle, etc. À ce moment-là, et si, c'est là où il y a beaucoup, le diable est dans les détails, mais il y a des talons d'Achille dans le texte, seulement si les données ne sont pas accessibles sur le marché, à ce moment-là, ils peuvent en quelque sorte exiger l'accès à ces données. Et ça, je pense que c'est très important, pas pour le citoyen individuellement, mais pour répondre à ta question, Sarah, pour le citoyen collectivement. Pensons collectif sur cette question-là. Et donc, je regrette, parce qu'il y a eu un lobbying intense, que les cas de réquisition, encore une fois, le terme est un peu violent, mais les cas où la puissance publique puisse accéder à ces données soient aussi limitatifs. J'ai le souvenir de choses qui se sont passées pendant la pandémie, où voilà, mon employeur refusait de partager les données de mobilité.
avec les autorités publiques gratuitement. Ils voulaient les faire payer, alors que ces données de mobilité, pour pouvoir comprendre comment la pandémie se répand, comment elle circule, étaient absolument essentielles. Donc ça, pour moi, ça ne devrait pas être possible. Et on ne devrait pas être dans des conditions extrêmes pour pouvoir veiller à cet intérêt collectif à partir des données. Merci beaucoup. Et donc, Constance, un peu la même question, c'est-à-dire que on voit qu'il y a un cadre juridique, qu'il y a d'autres dispositifs comme le data altruisme. Est-ce que il y a d'autres outils aussi que le citoyen peut activer, ou en tout cas auxquels il peut prendre part pour jouer un rôle plus actif? Bonjour à tous, bonjour messieurs, dames. Je crois que c'est la première fois que je fais une table ronde où il y a plus de femmes sur scène que dans le public. Et bon anniversaire Clever Cloud. Merci pour l'invitation et pour les questions. Par avance, moi j'ai une casquette qui est plus un point de vue moins technique et moins professionnel, qui est un point de vue d'élu. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis élu sur les sujets numériques, donc je vais avoir le point de vue des collectivités locales et les retours qui sont parfois très 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 éloignés de tout ce qui se passe, je dirais, en haut à l'échelle européenne, dans les réglementations, etc., et sur la concrétisation entre guillemets sur le terrain. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites sur lesquelles j'ai envie de revenir. Déjà, la première, c'est sur le fait de déjà qualifier et d'avoir une définition claire de ce que sont les données. Ce n'est que depuis le Data Act que l'on a enfin une définition européenne de ce que c'est que la donnée, de ce que sont que les données. Parce qu'en fait, si vous demandez au grand public dans la rue, c'est quoi une donnée, personne ne va vous dire c'est ce que je mets sur les réseaux sociaux, ou c'est ce que je partage sur mon smartphone, ils ne savent pas. La réalité, c'est qu'ils ne savent pas. Et que le problème vient aussi de la pédagogie et du manque du fait que ce ne soit pas quelque chose qui soit ancré en termes de culture. Voilà, une culture de la donnée. Aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un truc d'expert. C'est un truc voilà, qu'on partage dans cette salle, mais qui ne touche pas les citoyens aujourd'hui. Donc maintenant, on a une définition européenne de ce que c'est que la donnée, de ce que sont que les données. Effectivement, on a parlé de data altruisme. On peut effectivement être plus ou moins en faveur de ça, mais ce qui compte tout de même, moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette notion de marché de la donnée. Je trouve pas que ce soit un gros mot. Au contraire, qui dit marché dit effectivement consommateur. Mais qui dit consommateur dit à la fois régulation, mais dit aussi protection. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un marché, on a forcément la partie qui régule, qui protège et qui encadre. Quand on n'a pas de réglementation, on n'encadre rien et du coup, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc ça, c'était les petits mots que je voulais évoquer par rapport à ça. Sur la loi pour une république numérique que vous avez évoquée, qui part de plein de bonnes intentions, mais aujourd'hui, très concrètement, il y a plein de choses qui ont été votées en 2016 avec la loi pour une république numérique qui ne sont toujours pas en place en 2025. Et il y a par exemple, sur les données d'intérêt général, il y a énormément de décrets d'application qui ne sont jamais parus. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, que le public ne connaît pas, et qui fait qu'en fait, tout simplement, ce n'est pas mis en place. Donc, il y a aussi une différence, là, je fais un peu plus de politique, mais il y a une différence entre les annonces, l'affichage, et la réalité effective. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve à faire une table ronde sur données et citoyens en 2025, alors que ça fait 10 ans qu'on parle de tous ces sujets. Enfin voilà, je veux aussi remettre les choses dans ce sens-là. Maintenant, plus concrètement dans une collectivité, mais vous avez vu que j'ai la casquette aussi Open Data France. Typiquement, je prends l'exemple de l'ouverture des données. Depuis la loi pour une république numérique, les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants ont l'obligation d'ouvrir leurs données. On est en 2025, 16% des collectivités de plus de 3500 habitants ouvrent leurs données. Pourquoi ? Parce qu'en fait, personne ne le sait et surtout, ça n'a pas été accompagné et surtout, on n'arrive pas à valoriser la plus-value de l'ouverture des données. Et en fait, moi, dans les citoyens, je mets les élus. On a un manque critique de pédagogie, de sensibilisation, faire comprendre que la donnée est un outil d'aide à la décision publique et donc à l'action publique. Dans un contexte où, quand on est élu, on a éventuellement de plus en plus d'habitants dans notre ville. En tout cas, c'est le cas à Angers, parce que c'est la première ville de France où il fait bon vivre. Donc, on a de plus en plus d'habitants. On a de moins en moins d'argent, contraintes budgétaires. On a les défis écologiques. Donc, on doit pouvoir s'appuyer en tant qu'élu sur tous les outils et technologiques et numériques qui sont permis pour pouvoir être plus efficace et plus efficient. Et la donnée en fait partie. Et moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. C'est comment faire comprendre à des élus,
à des services, et donc, bien entendu, pour l'habitant, de l'intérêt et de l'utilisation de la donnée dans la manière de piloter les politiques publiques. Ça veut dire qu'on dépasse le cadre de l'open data. Et comme vous avez fait une introduction sur l'IA, ça amène au sujet suivant, qui peut-être va interpeller en ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'IA sans data. Et que tous les maires qui éventuellement veulent surfer sur une vague un peu tendance de « Oh, il y a ChatGPT, c'est super populaire, faisons du marketing et mettons de l'IA dans notre collectivité », ça c'est bullshit. Hein. Enfin, je veux dire, je le dis entre nous. Si en amont, vous n'avez pas traité votre donnée, analysé, créé un service dédié, qu'il n'y a pas des référents data dans les directions métiers, que vous n'avez pas instauré un minimum de gouvernance, bah, le reste, c'est pour la façade, c'est pour la communication. Donc moi, par le biais de l'IA qui est un peu populaire en ce moment, ça permet de faire comprendre que c'est peut-être le temps de monter en maturité et en gamme au niveau de la gestion de la donnée. Quelques exemples très, très concrets. À Angers, on a mis en place une stratégie métropolitaine de la donnée. Et pour ça, on a associé un groupe d'habitants, 200, qui se sont mobilisés pour écrire cette stratégie. C'est 1 an de travail. Et en fait, c'est une stratégie qui est à la fois politique, mais à la fois, c'est aussi une méthodologie pour les agents, pour monter en maturité dans l'administration, dans les services publics. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, on a un cadre de gouvernance, on a une doctrine, on a un cadre. Au lieu que ce soit comme avant, on avait de la donnée, on n'avait pas de cadre. Aujourd'hui, on en a un. Ça ne veut pas dire qu'il faut que c'est... je différencie cadre et réglementation, mais au moins, disons que maintenant, c'est bordé au même titre qu'on a une stratégie pour l'alimentation, une stratégie pour l'eau, une stratégie pour l'énergie. Il faut une stratégie pour la donnée. Et on a associé pour ça le conseil de développement et le conseil local du numérique, que j'évoquerai peut-être après, où là, on s'est rendu compte que c'est un sujet qui intéressait les gens. Si on prend le temps de faire de la pédagogie, d'expliquer à quoi ça sert, en fait, finalement, l'usage de la donnée, et pas la donnée pour la donnée, ou l'open data pour l'open data, c'est l'usage, à quoi ça sert, eh bien, on arrive à capter le grand public. Merci beaucoup. Et effectivement, Valérie a évoqué tout à l'heure le rôle finalement de l'acteur public. Plus spécifiquement, les collectivités territoriales, on en parlait hier par exemple, sont le maillon vers lequel les citoyens ressentent encore de la confiance, notamment sur des sujets liés aux données. Qu'est-ce qu'en fait, quelles sont les actions que les collectivités territoriales peuvent mettre en place et quel est finalement le portage politique qu'il peut y avoir à ce niveau-là? Alors déjà, le portage politique, on ne va pas se mentir, il est très peu existant, au niveau local qu'au niveau national. Moi, ça fait 11 ans que je suis sur ces sujets-là et je croise toujours les mêmes élus. Hein. Il n'y a pas énormément de turnover dans les élus impliqués sur les sujets numériques, que ce soit au niveau municipal, départemental ou régional ou au niveau national. Et on le voit bien au niveau national sur la place et de la question de la donnée et des sujets numériques qui est complètement disséminée un peu partout, où il n'y a pas de vraie gouvernance nationale. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai vu Madame Chapaz il y a 10 jours. Je lui ai dit, tant qu'on n'a pas de gouvernance des données, on pourra faire tous les sommets de l'IA qu'on veut. Qui, pendant le sommet de l'IA, parle de la gestion de la donnée, de son interopérabilité, de son partage, de sa gouvernance, etc. C'est pas du tout au rendez-vous. Et donc moi, je lui ai dit droit dans les yeux, en essayant de dire, mais si vous voulez capter vraiment sur l'IA, au lieu de faire des annonces un peu waouh sur on va sensibiliser les scolaires à l'IA, sensibiliser à l'e-réputation, à ce qu'ils mettent en ligne, au cyberharcèlement, tout ça c'est la donnée. Et donc c'est ça qui va alimenter l'IA. Bref, donc tout ça pour dire qu'au niveau national, la politique, la prise en compte politique, elle est quand même pas dingue. Je vais rester poli, très poli. Au niveau local, en fait, aujourd'hui on est en mode débrouille. Si vous avez des élus impliqués sur ces sujets-là, on arrive à créer des choses. Et donc, je vais vous citer au moins une initiative. Moi, dans ce mandat, j'ai voulu créer une nouvelle instance citoyenne à Angers dédiée aux questions numériques. Ça s'appelle le Conseil local du numérique. Je me suis inspirée du Conseil national du numérique. Et donc, on a créé une instance locale où on s'est dit on va proposer à des gens qui ne sont pas des techniciens, qui ne sont pas des experts, et ce que j'appelle aussi pas des citoyens professionnels, c'est-à-dire ceux qu'on voit dans toutes les réunions de quartier, de tous les événements, etc., etc. Donc des vrais gens, et de leur proposer de s'exprimer sur les politiques publiques numériques. Ça peut être sur l'application de la ville, ça peut être sur la dématérialisation, la simplification, l'inclusion numérique, etc., etc. On fait passer la délibération au conseil municipal, etc. Angers, c'est 10 quartiers. On s'est dit, on va mettre 40 personnes, 4 par quartier, mixité, etc. Et le maire me dit, déjà, si tu as 40 personnes la première année, ce sera déjà pas mal. On a eu 185 candidatures. Donc, il a dû fallu faire venir un huissier, faire un tirage au sort, etc.
La deuxième année, on a eu plus de 150 candidatures. Et là, on est sur le 3e mandat. Le résultat, c'est quoi? C'est que les gens veulent absolument s'impliquer alors qu'ils n'y connaissent parfois rien du tout. Mais comme n'importe quel sujet, les gens ont un avis, même s'ils ne sont pas experts, parce que ça les concerne dans leur vie du quotidien, qu'on parle de service public et d'action publique. Et la première année ou la deuxième année, on leur a demandé eux-mêmes de s'exprimer sur les thèmes sur lesquels ils voulaient travailler. La première année, on a eu plutôt des choses liées à la simplification, l'inclusion, etc. Et la deuxième année, on a eu l'IA, la data, le numérique responsable. Intéressant, parce que du coup... Non, ce sont d'autres. Et là encore, pour la troisième année, c'en est encore d'autres. Et donc, on les a fait travailler sur la stratégie métropolitaine de la donnée. Ça veut dire qu'on a fait toute une soirée, 3 heures, avec une fresque de la donnée. Ils ont tous appris énormément. Et après, ce sont des relais, bien entendu, de cette question-là. Cette année, on va travailler sur l'IA, puisqu'on va, de la même manière qu'on l'a fait sur la donnée, mais il fallait commencer par la donnée, on va avoir un cadre, une stratégie métropolitaine de l'IA. Il fallait d'abord commencer par la donnée. Donc là, on va les impliquer, ils sont hyper contents. Ça sort du débat pour ou contre ChatGPT, il faut l'interdire dans l'administration, il faut sortir de tout ça, vraiment. Et donc, cette initiative fonctionne très bien. On est 2 en France à avoir ce type d'instance, Angers et Rennes. Et donc, j'invite... il n'y a pas d'élu. J'invite les personnes impliquées éventuellement soit à venir habiter à Angers et s'y impliquer, soit effectivement de faire passer le message. Et après, il y a des sujets où il faut aussi être honnête, ça n'intéresse pas les gens et on ne va pas les forcer. Je prends donc un deuxième exemple. Quand on parle par exemple de territoires intelligents, de jumeaux numériques, de données géographiques, de capteurs, etc., et qu'on dit oh là là, est-ce que dans le cadre de la Smart City, vous avez fait des débats citoyens, vous avez intégré les habitants, etc. La vérité, c'est qu'on a essayé, mais en fait, on s'en fout qu'on appelle ça Smart City, territoire intelligent ou autre. Le but, c'est que le service public soit rendu et que ça fonctionne et que ça respecte effectivement le parcours des usagers en ville, etc. Moi, je m'en fiche de savoir si ce que je fais, c'est territoire intelligent ou pas territoire intelligent. C'est du bon sens par rapport à la gestion sur l'eau, les déchets, la biodiversité, etc. Donc, encore une fois, il y a aussi, il faut pas non plus tomber dans le cliché inverse, c'est-à-dire pratiquement d'obliger tout le monde à être des experts de la donnée. Ce ne sera jamais le cas. Mais de toujours rester sur l'usage et la question du service public, puisque forcément j'ai ma casquette d'élu, pour faire comprendre de l'intérêt. Et pour moi, tant qu'on n'arrêtera pas de parler des outils, typiquement ChatGPT ou Midjourney ou autre, il faut qu'on parle des usages plutôt que des outils. Là, on intéressera les gens. Merci beaucoup. Merci, mesdames, pour ces éclairages. Ce fut très, très riche. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, en termes de protection des données, c'est un véritable enjeu, mais ça l'est depuis 10 ans, ou même plus. Ça l'est depuis 15 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont théoriques, j'ai l'impression, un cadre juridique très fourni, mais on a un peu de mal à passer finalement à une partie beaucoup plus concrète, beaucoup plus qui finalement atterrir tous ces textes, et donc finalement tout se joue peut-être à l'échelle locale où il y a beaucoup plus d'accompagnement et peut-être de pédagogie à apporter. Enfin, oui, c'est le rôle évidemment des collectivités territoriales, enfin de la puissance publique en général, mais aussi je peux en témoigner, les autorités administratives indépendantes comme la CNIL, mais il y en a d'autres, ont aussi un rôle très concret à jouer dans l'atterrissage, c'est-à-dire rendre ces textes consommables, compréhensibles, et accompagner les acteurs à la fois dans l'appropriation de ces textes, mais aussi dans une appropriation qui ne soit pas incompatible avec l'innovation. Et ça, pour l'avoir vécu de l'intérieur pendant 8 ans et demi, à la CNIL, c'est tout à fait possible. Quoi qu'on en dise, vous entendrez les discours horribles sur la CNIL qui empêchent l'innovation, etc. La vérité de ce que j'ai observé de l'intérieur, c'est qu'en permanence, les services de la CNIL, bien sûr, il y a un volet répressif avec des sanctions et on en a besoin, mais le gros de leur travail, c'est vraiment d'écouter les acteurs et de construire des déclinaisons opérationnelles, de les accompagner dans l'appropriation des textes de manière à rendre possible leurs innovations technologiques. Et ça c'est possible, ça se fait au quotidien. Et c'est vraiment ça qu'il faut penser aujourd'hui. Et pour ça, il faudrait passer commande à la CNIL, entre guillemets. Mais la porte est ouverte. Non, mais après, je parle d'en haut. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une multitude d'instances. Mais encore une fois, tant qu'il n'y a pas une politique, je dirais plus générale, alors qu'elle soit européenne, soit française, mais
qu'on donne les moyens à la CNIL de faire ce pourquoi elle est censée agir. Moi, je veux bien la CNIL, mais en tant qu'élu local, j'ai jamais croisé la CNIL. C'est-à-dire que en fait, c'est la CNIL pour nous. Un texte spécifique qui a été co-construit avec les acteurs territoriaux pour la déclinaison du RGPD spécifique, qui a été co-construit il y a déjà plusieurs années. Et régulièrement, il y a des accords avec l'AMF, etc. Enfin, je veux dire, et ce travail, il est fait au quotidien. Après, je vous rejoins complètement sur le fait que les moyens de la CNIL sont ce qu'ils sont, donc ils sont en permanence débordés, on est d'accord. Quand je dis la porte est ouverte, c'est que n'importe quelle entreprise peut aller vers le service qui s'appelle le service de l'accompagnement à la conformité, hein, son nom est clair, pour demander une aide quand on est devant un obstacle juridique que le DPO, la personne à l'intérieur de l'entreprise qui est censée aider sur ces aspects juridiques, n'est pas capable de résoudre. À ce moment-là, on peut aller voir la CNIL pour ça. Mais c'est vrai, là je suis complètement d'accord, que les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et aujourd'hui, il y a tout un débat parce que la CNIL travaille depuis des années sur les questions d'intelligence artificielle. On n'a pas attendu l'IA Act, hein, un autre texte qu'on n'a pas évoqué, mais ça nous emmènerait trop loin. La CNIL n'a pas attendu l'IA Act pour réguler les algorithmes en général et l'IA en particulier, mais le gouvernement français n'a toujours pas décidé qui serait l'autorité nationale en charge de la déclinaison de l'IA Act. Pourquoi ? Parce que vous avez certains ministères, hein, que je ne citerai pas, qui s'opposent à ce que ce soit la CNIL au nom soi-disant de l'innovation. Et je pense que ça va être absolument terrible pour vous tous, pour les acteurs qui sont hands-on, qui sont sur le terrain, parce que vous aurez affaire à X guichets, X instances, soi-disant au nom de l'innovation, alors qu'il faudrait qu'il y ait un guichet unique qui puisse vous accompagner dans cette appropriation de ces nouveaux enjeux réglementaires et opérationnels. Mais donc ce qu'on voit ici, en fait, c'est qu'on a une multiplication exponentielle des réglementations au niveau européen, qui sont transposés au niveau français par des actes d'exécution au niveau européen, par des décrets qui ne sont pas pris. En fait, un des problèmes, c'est l'inflation législative. L'IACT, je ne sais plus, c'est 168 pages. IDAS, ça a bien modifié un autre règlement. Enfin, c'est impossible. Même nous, chercheurs et enseignants, académiques, universitaires, on n'en peut plus de tous ces textes. C'est impossible à suivre. On ne sait plus comment faire court. On ne sait plus par quel bout prendre le truc. Donc, il faut quand même revoir la production même du droit. Parce que si on ne fait pas ça, bah c'est peine perdue. C'est une goutte d'eau dans un océan. Et donc, il faut le revoir, mais dans le bon sens. Hein. C'est pas pour aller dans l'innovation à tout va, etc. Mais il y a une réflexion sur la fabrication de la norme juridique vraiment à avoir. Parce qu'en plus, les entreprises ne savent pas comment appliquer cette norme. Même celles qui font tout pour savoir comment l'appliquer, elles ne savent pas. Les textes et les déclinaisons n'existent pas. Et donc, il y a une demande des entreprises à commencer sur l'IA Act. Dites-nous ce qu'on doit faire, on va le faire. Mais on a quand même un gros problème. Juste là-dessus, il faut voir le temps que ça a pris pour le RGPD, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'atterrissage du texte. Hein, il a été adopté en 2016, entré en vigueur en 2018. Et moi, pour avoir rejoint la CNIL à ce moment-là, en 2016, j'ai vu le temps d'atterrissage, c'est-à-dire toutes les consultations qui ont été mises en place pour décliner un texte qui est un texte très générique. On peut pas mettre sinon on serait dans l'inflation législative. On peut pas tout mettre dans le texte pour ensuite le décliner par des référentiels, notamment de secteur par secteur, de manière à ce qu'il soit, c'est ce que je disais tout à l'heure, à ce qu'il soit compréhensible et mobilisable, opérationnel pour les acteurs sur le terrain. Je ne suis pas juriste, mais je vais me permettre d'avoir un point de vue qui est beaucoup plus simple, qui est vraiment la réalité de la déclinaison ou les pseudo-déclinaisons juridiques au local. Par exemple, sur le RGPD, il y a une mention qui indique qu'il faut que toutes les collectivités, administrations publiques aient donc un référent protection des données, et avec un référent CNIL, etc. Il doit tenir aussi des tableaux spécifiques de données et surtout de permettre aux individus de réclamer à la collectivité, de rétrocéder toutes les données qui le concernent. Il a le droit de demander, voilà, je veux que vous supprimiez complètement toutes les données que vous avez sur moi, hop, vous me les envoyez, et basta, vous ne les avez plus. En 10 ans, on a eu 2 demandes. Je veux dire, donc, moi, je veux bien faire du droit, je veux bien faire des règles, je veux bien faire des réglementations, je veux bien faire des normes, je veux bien faire des trucs, tout ça, mais la réalité, c'est que
soit ça n'intéresse pas, soit c'est pas connu, soit c'est pas utile, soit on pourrait peut-être mettre notre énergie ailleurs. Enfin, non mais donc je vraiment aussi pardon donner le. Enfin, encore une fois, on est très très éloigné là du citoyen et du grand public pour le coup. Donc c'est simplement un avis là-dessus. Et après, moi je rejoins que par exemple là sur l'IA, eh bien vient d'être annoncée une nouvelle organisation, un institut de régulation sur l'IA. Moi j'adore. On est les derniers dans la course de l'IA, mais on a un institut sur la régulation. C'est génial. Sans équipe et sans argent. Voilà. Mais c'est super encore une fois pour le marketing, etc. Donc moi je suis d'accord que en fait tout ça, pardon, c'est une question politique. Encore une fois, c'est une question de gouvernance. L'échelle européenne est la bonne parce que le numérique n'a pas de frontières. Néanmoins, le problème de l'Europe, c'est que ça passe son temps à réguler. C'est un autre avis. Donc au niveau français, il faut qu'on évite déjà de surtransposer par rapport à l'Europe. Il faut qu'on évite de doublonner. Il faut qu'on simplifie au maximum. Et surtout, il faut un portage politique. Il faut une gouvernance. Je prends l'exemple, de la cybersécurité. J'ai été auditionné au Sénat mardi dans le cadre de la directive NIS 2, qui est donc sur la cybersécurité. Une autre directive européenne sur laquelle qui vont concerner notamment les collectivités. Et j'ai indiqué au Sénat que seuls 24% des équipes informatiques sur 500 décideurs étaient au courant de NIS 2. C'est-à-dire que c'est entré en vigueur là. Et c'est leur métier. Donc, enfin voilà, on a de toute façon un immense gap entre le droit, les annonces et ce qui se passe factuellement sur le terrain. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, pour cet échange passionné. Je vois qu'il y a encore plein de défis à relever. On essaiera de suivre tout ça. Merci et merci à vous d'avoir participé.